Bonjour, merci à tous. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, pour le format de la présentation, moi, je n'ai pas prévu de parler 30 minutes. En fait, j'aimerais bien beaucoup avoir un échange avec vous. Donc, j'espère que, voilà, que je vais faire plus court. Donc, je peux commencer par me présenter. Je suis océanographe physicienne. Je travaille au laboratoire d'océanographie physique et spatiale à Brest. Et j'ai participé aux travaux pour le 6e rapport du GIEC, donc pour le rapport sur l'état physico-chimique du changement climatique. Donc c'est le premier volume en fait du rapport du GIEC, celui qui est sorti en 2021. Donc alors pour passer les diapos, on fait comment ? Oui, je le demanderai. Voilà, donc c'est la suivante. Donc pour commencer cette présentation, j'ai tenu à reprendre peut-être 4 diapositives du rapport de synthèse du GIEC. Donc vous le savez, le GIEC, il y a 3 volumes et ensuite il y a une synthèse. Et la synthèse est parue en avril 2023. Et même si vous avez déjà regardé, je dirais, chacun des tomes, je vous invite vraiment à aller regarder cette synthèse qui présente les choses de manière plus directe, plus synthétique et avec aussi des graphiques qui sont extrêmement intéressants. Donc, qu'est-ce que nous dit ce rapport paru en avril ? C'est que les tendances actuelles donc, ne sont pas compatibles avec un monde soutenable et équitable. Je pense que c'est le premier message fort de ce rapport de synthèse. Cette diapo, d'ailleurs, est tirée en fait, de la présentation du rapport de synthèse qu'on trouve sur le site du GIEC. Donc, la tendance, c'est un réchauffement. Donc, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que je pense que ça doit être pour la première fois dans l'histoire du GIEC, il y a eu une petite remise à jour du réchauffement entre le rapport qu'on a publié donc, en 2021 et le rapport de synthèse. Tellement ça augmente vite. Donc, il y a un petit astérix pour dire que voilà, maintenant c'est 1,15 degré. Et nous, on avait dit dans notre rapport paru en 2021, c'est 1,09 degré. Donc, vous voyez un peu cette rapidité en fait de l'augmentation. Donc vous savez aussi sans doute que ce réchauffement il est plus fort sur les continents que sur l'océan, simplement parce que l'océan a une grande capacité calorifique. Et en France, on est à 1,9 degré, donc avec ce que nous dit le rapport du Haut Conseil pour le climat paru en 2023. Donc on le redit aussi toujours, les activités humaines sont responsables du changement climatique. Donc ces activités humaines, essentiellement l'émission des gaz à effet de serre et du CO2 fossile en particulier. Donc là, à gauche, vous avez la courbe de croissance des émissions fossiles avec la petite baisse qu'on a observée donc en 2020 à cause du Covid. Et en fait, quand vous réalisez que l'objectif est de ramener cette courbe vers 0 ou quelque chose de très petit, on voit bien que le petit blip du Covid suivi d'un rebond, c'est pas ça qui va nous aider, et qu'en fait, il faudrait qu'on ait des baisses comparables tous les ans pour ramener vraiment nos émissions vers des valeurs proches de 0, en fait. Alors, dans ce rapport, comme les précédents aussi, donc on fait de l'attribution, c'est-à-dire on essaie de voir les différents facteurs qui sont susceptibles de causer un changement climatique et ceux qui sont attribués à de la variabilité naturelle et ceux qui sont attribués à l'homme. Donc ça, c'est synthétisé sur cette image. Donc la variabilité interne du climat, donc ça va faire du plus ou moins 0,1 degré typiquement. L'activité solaire et les volcans aussi, à peu près, sur les années passées. On a ensuite 2 facteurs liés à l'homme, qui sont les 2 barres grises. Donc d'une part, on a les aérosols et la pollution qui refroidissent le climat. Ça, je pense que vous tous devez le savoir aussi. Donc qui contribuent à baisser la température. Et puis les gaz à effet de serre qui augmentent la température. Donc essentiellement CO2, mais aussi méthane et des dérivés de l'azote. Donc quand on ajoute tout ça, quand on ajoute les 2 barres grises, on a une influence humaine totale qui est ici, et on a le réchauffement observé qui est ici. Donc ça, je pense que quand on
enfin, quand on parle là du public, il y a un message très fort qu'il faut retenir qui est les hommes, enfin nos activités sont responsables de 100% du réchauffement observé. C'est-à-dire c'est pas on est responsable d'une partie, on contribue à, etc. C'est vraiment 100%. C'est-à-dire que là, on est sur une influence humaine qui est de mieux en mieux quantifiée. Vous voyez la barre d'erreur, là, elle n'est pas très grande. Donc une influence humaine qui est totale, qui est de mieux en mieux quantifiée, un réchauffement qui est de mieux en mieux observé, et les deux sont égaux. Donc ça, c'est vraiment un message fort, c'est nous et c'est que nous. Si on n'était pas là, la température n'aurait pas augmenté sur cette période. Alors, ce qu'on a fait dans le rapport qui est paru en 2021, et qui était un peu différent des rapports précédents, c'est un effort pour, tout en restant dans notre domaine, qui était le domaine physico-chimique du changement climatique, de s'intéresser à ce qui est important pour les sociétés et pour les écosystèmes. Donc, de regarder ce qu'on a appelé les événements porteurs d'impact ou les événements à impact. Donc, un exemple, ce sont les extrêmes chauds, les canicules. Et ça, c'est la manière dont l'information en fait, est synthétisée dans le rapport de synthèse. Donc, vous reconnaissez une espèce de carte du monde. Alors, il faut savoir que le GIEC travaille à l'échelle globale. Donc, notre région, à nous, c'est Western Central Europe. Donc, c'est une échelle régionale très grande. Et ce qu'on voit clairement, c'est que dans toutes les régions, pratiquement, il y a une augmentation des extrêmes chauds. Et les points veulent dire le degré de confiance avec lequel on peut attribuer ces excès à l'homme. Et donc là, on voit clairement que, par exemple, dans notre région, il y a une augmentation des canicules, des extrêmes chauds, et c'est clairement dû à l'homme, on en est sûr, c'est ces 3 points. Alors après, il y a d'autres événements où c'est plus difficile de faire de l'attribution. D'une part, ils sont plus incertains et c'est plus difficile de faire de l'attribution. Donc on voit clairement, par exemple, la différence entre les extrêmes chauds, l'histoire est claire et très facile à dire, et puis les pluies extrêmes, où là c'est beaucoup plus compliqué parce que on sait moins bien mobiliser les phénomènes de pluie, ils sont beaucoup plus intermittents, aussi donc moins observés depuis moins longtemps. Et là, on voit qu'il y a moins de régions sur lesquelles il y a vraiment une augmentation des pluies extrêmes, c'est plus contrasté sur le globe. Et en plus, au niveau attribution, on est quand même moins sûr aussi. Donc, il y a aussi d'autres types d'extrêmes qui ont été considérés, par exemple les sécheresses agricoles, et qui est quelque chose qui est relativement nouveau donc, dans ce rapport. Donc ensuite, que faut-il faire pour respecter l'accord de Paris, limiter le réchauffement à 1,5 degré ou 2 degrés. Donc ça nécessite une réduction rapide, profonde, immédiate, faut commencer maintenant, de nos émissions à effet de serre. Donc je pense que ce graphique-là, donc, qui est aussi tiré du rapport de synthèse, vous en avez vu des différentes versions souvent. Et c'est nos émissions nettes de gaz à effet de serre, donc tout gaz à effet de serre confondu, converti en équivalent CO2. Et donc on voit le parcours qu'on devrait suivre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, limiter le réchauffement à 2 degrés, et par contre le parcours que proposent les pays signataires de l'accord de Paris, donc de par leur contribution volontaire. Voilà, donc ça c'était juste, je dirais, l'introduction. Et puis maintenant, je vais parler un petit peu du rôle de l'océan, puisqu'on est ici pour parler de l'océan et du plancton. Alors l'océan a un rôle double. Bon, d'une part, il absorbe de la chaleur, et d'autre part, il absorbe du CO2. Donc ça, c'est une figure qui est extraite de l'article de Carina von Schuntmann, donc ça s'appelle Energy in the Earth System, Where does the energy go, quelque chose comme ça, enfin où va l'énergie du système. Et donc on voit que on a un déficit au sommet de l'atmosphère, la planète capte plus de rayonnement qu'elle n'en réémet, et du coup où va cette énergie, où va cette chaleur? Essentiellement dans l'océan, là à 89%. Alors le chiffre a un peu baissé, vous vous souvenez peut-être du chiffre du rapport du GIEC précédent qui était plutôt à 93, je crois, parce que l'énergie captée sur les terres, et en particulier dans les réservoirs d'eau terrestre, en fait, a été mieux quantifiée depuis la dernière fois. Mais on reste quand même à de l'ordre de 90%, donc 9 sur 10
de l'énergie et de la chaleur est captée par l'océan. Donc ça, tout simplement, du fait de la capacité calorifique de l'océan et du fait que c'est un fluide dans lequel il peut y avoir une circulation. Et donc l'autre service que nous rend l'océan, en fait, vis-à-vis de ce changement climatique, c'est d'absorber du CO2. Les émissions de carbone fossile sont de 35 gigatonnes. Avec le changement d'usage des sols, on émet 5 gigatonnes par an, donc ça fait 40. Et où vont ces 40 gigatonnes? Eh bien, dans l'océan pour 10, dans la biosphère terrestre pour 11 et dans l'atmosphère pour 19. Donc en gros, on a la moitié qui reste dans l'atmosphère, un quart pour l'océan et un quart pour la biosphère terrestre. Quelles conséquences pour l'océan? Alors, je vais parler de 5 conséquences. Je vais parler un peu du réchauffement, des changements de circulation, des vagues de chaleur marine, de la déoxygénation et de la fonte des glaces de mer. Je ne vais pas parler d'acidification parce que je pense que ça va venir dans les présentations après. Donc ça, c'est une carte de tendance de SST. Alors, on trouve ça sur le site de Copernicus, Climate Change Initiative. C'est des cartes en fait mondiales. Mais quand on les récupère, on peut faire des zooms parce qu'il y a une résolution, je crois, de 5 minutes. Enfin, c'est vraiment une résolution très, 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 très grande. Donc, c'est une carte assez intéressante. On voit que ça se refroidit au large du Portugal. Donc ça, c'est un changement des régimes atmosphériques qui cause une augmentation de l'upwelling à certaines saisons. Donc après, pour aller plus loin, il faudrait regarder saison par saison. Mais enfin, là, ça, c'est les tendances tout confondues. Puis on voit que la Méditerranée se réchauffe plus vite que l'Atlantique. Le réchauffement n'est pas uniforme, vous l'avez déjà vu sur la carte précédente, hein, mais à l'échelle mondiale, il ne l'est pas non plus. Et donc ça, c'est l'excès de chaleur totale qui est observé, intégré sur les premiers 2000 mètres de l'océan entre 1951 et 2011. Donc on voit qu'il y a des zones qui captent beaucoup de chaleur, comme ici, et puis des zones ici, comme dans l'Atlantique nord-ouest, qui n'ont pas capté beaucoup de chaleur et qui en fait se sont même refroidies sur cette période-là. Alors en fait, la raison de ce schéma complexe, c'est vraiment la circulation océanique, c'est-à-dire que les courants océaniques, du fait du changement climatique, vont eux-mêmes changer, et ce sont ces courants qui redistribuent la chaleur et qui varient à la fois pour des raisons naturelles et pour des raisons anthropiques. Donc dans ce papier en fait de Lorzana, donc ils ont essayé de séparer avec des méthodes assez complexes la chaleur additionnelle, c'est-à-dire ce qui vient vraiment de ce déficit au sommet de l'atmosphère, et la redistribution. Et donc, quand on regarde la chaleur additionnelle, d'une part, on voit qu'il n'y a plus que du réchauffement, hein, clairement, et on voit que du coup, on a beaucoup d'entrées de chaleur aussi dans l'Atlantique Nord. Donc, en fait, cette redistribution de la chaleur par l'océan, donc c'est fait par les courants. Et puis, donc, il y a la question qui revient souvent, que vous devez avoir parfois quand vous rencontrez du public, le Gulf Stream va-t-il s'arrêter? Donc ça, c'est la question inévitable. Alors, je vous renvoie vraiment à notre rapport de 2021. Je ne sais pas si j'avais été regardé sur le site du GIEC, mais il y a des FAQ, des Frequently Asked Questions. Et donc, tous les collègues, puisque, bon, évidemment, dans un rapport du GIEC, c'est beaucoup de travail, on était 230 auteurs. Et donc, tous les collègues ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour faire que ces Frequently Asked Questions là, soient clairs, très bien illustrés, compréhensibles par le public. Et donc, si vous voulez avoir vraiment le dernier mot sur l'arrêt du Gulf Stream, je vous invite à lire cette FAQ. Alors ça, c'est le graphique qu'il y a dedans. Hein. Et donc, on explique que, nous, pour les océanographes physiciens, ce qu'on appelle le Gulf Stream, c'est vraiment ça, c'est la recirculation, qui est liée d'une part au fait qu'il y a des vents d'ouest ici et puis des alizés là. Et donc cette circulation forcée par le vent, elle va rester. Donc on voit que dans le futur, le gyre il reste et le Gulf Stream il reste. Et par contre, on a la circulation thermohaline, donc Atlantique Meridional Overturning Circulation, avec l'eau chaude qui arrive et qui repart, qui plonge, et qui se mélange verticalement et qui repart plus froide du coup. Et c'est cette circulation-là qui s'affaiblit et donc qui va conduire en fait à diminuer progressivement cette partie-là qui est la dérive nord-atlantique. Donc cette décroissance de la circulation méridienne, elle entraîne un réchauffement plus faible dans certaines régions de l'Europe. Il y a un effet aussi sur l'atmosphère, sur les perturbations, le régime des précipitations.
Et puis, ça conduit aussi à une montée de niveau de la mer plus importante sur les côtes américaines. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette décroissance, en fait, elle est prise en compte dans les modèles de scénario. Donc, quand vous regardez un scénario climatique et que vous voyez, par exemple, que ça se réchauffe sur la France, ben, en fait, cet affaiblissement de la circulation thermohaline est pris en compte dans le modèle. Donc, c'est un sujet sur lequel, comme pour beaucoup de sujets sur le climat, il y a des incertitudes. Suivant le modèle qu'on regarde, ça peut être plus ou moins. Mais c'est quelque chose qui est complètement pris en compte. Donc, ce n'est pas un espèce de danger supplémentaire qui viendrait à modifier nos projections. Voilà, c'est pris en compte aussi bien qu'on peut dans les projections. Alors, le réchauffement, ça veut dire des vagues de chaleur marine plus fréquentes. Ce concept de vague de chaleur marine est de plus en plus regardé, considéré. Ça, c'est écrit dans un article de Colin Popeschi qui vient de soutenir sa thèse à Ifremer sous la direction de Guillaume Charia il y a quelques semaines. Et donc, elle a regardé les vagues de chaleur marine dans cette région, ici. Et ça, c'est leur fréquence, donc avec deux méthodes. D'une part, la courbe rouge, qui est la mesure par satellite, et la courbe noire, qui est la mesure in situ. Et on voit, donc, en été, on a de plus en plus de vagues de chaleur marine. Donc, avant, il y en avait 1 ou 2 par été qui duraient 8 jours. Et en 2018 et en 2019, c'est plutôt 2,5 par été, et puis une durée totale de 20 jours. Donc, ce qu'ils expliquent dans cet article, c'est que les vagues de chaleur sont liées à la circulation atmosphérique et aussi au changement de nébulosité. Et ils analysent en parallèle la décroissance des événements froids hivernaux. Et donc, ce genre de vagues de chaleur peut avoir des conséquences quand ça réchauffe sur toute la colonne d'eau. On peut avoir des mortalités, des changements dans les écosystèmes. Et si elles deviennent de plus en plus fréquentes, ça va vraiment créer des bouleversements au niveau des écosystèmes dans nos régions. Alors la déoxygénation, c'est quelque chose qu'on voit dans l'océan global, hein, que les océans ont perdu de l'ordre de 2% de leur oxygène dissous. Ça découle du réchauffement, c'est-à-dire que l'eau est plus chaude, du coup il y a moins d'oxygène qui s'y dissout. Ça découle aussi de la plus grande stratification. On a dit que l'océan se réchauffe, mais en fait, il se réchauffe plus en surface qu'en profondeur, parce que le signal de chaleur en fait met longtemps à pénétrer dans les profondeurs. Donc, ça veut dire plus chaud en surface, plus de réchauffement en surface qu'en profondeur. Ça veut dire plus de stratification, c'est-à-dire l'eau légère qui est plus légère par rapport à l'eau plus lourde en dessous. Et ça fait une barrière en fait à la ventilation, ce qu'on appelle la ventilation, c'est-à-dire aussi l'oxygénation des masses d'eau. Donc il y a dans l'océan global des zones de minimum d'oxygène qui sont représentées en partie par exemple par ce contour en fait. Et ces zones de maximum d'oxygène en fait elles s'étendent. Et donc ça cause des problèmes et c'est très étudié par exemple pour les zones d'upwelling au niveau mondial. Alors par contre, après, quand on parle du milieu côtier, hein, vous devez tous le savoir, c'est les phénomènes de manque d'oxygène, donc les hypoxies, les anoxies, etc. C'est beaucoup plus lié aux apports de nutriments qu'au réchauffement climatique. Donc je pense que là, il doit y avoir plutôt une attribution à des activités humaines, quelque part liées aussi aux combustibles fossiles. Hein. Après tout, l'utilisation des engrais azotés, ça utilise beaucoup de combustibles fossiles aussi. Et donc la dernière conséquence dont je voulais parler, c'est la fonte des glaces de mer. Alors vous avez tous entendu parler de la décroissance régulière en Arctique du minimum de glace en fin d'été, avec le fait qu'on se dirige vers un Arctique qui pourrait être libre de glace en été, que ça va se produire probablement d'ici 2050, de voir un Arctique libre de glace une fois de temps en temps. Après, suivant le scénario, ce sera soit tous les étés, soit un été de temps en temps, et puis après on récupère. Alors ce qui est nouveau, c'est vraiment l'Antarctique. Là, il se passe des choses, même des choses qu'on n'a pas vraiment écrites dans notre rapport, parce que c'était moins clair en fait au moment où il a été finalisé, en 2020. Il se passe vraiment des choses en Antarctique, sur la glace de mer. Donc ça, c'est une série depuis 1980. C'est un papier qui vient de sortir aussi en octobre, je crois. Et donc, on avait une glace antarctique assez stable, donc un fort contraste avec ce qui se passait en Arctique. Et puis, on a eu une augmentation plutôt pendant une certaine durée. Et puis là, on est passé dans une période de diminution forte de la glace de mer. Donc, ça, c'est
diminution de la glace de mer, ça veut dire que le réchauffement des océans polaires va encore s'accélérer, puisque la glace a un albédo qui permet de réfléchir beaucoup de rayonnement solaire, et du coup, quand il y a de l'océan noir à la place, ça absorbe. Et puis des impacts sur les écosystèmes, et aussi des impacts sur la fonte des glaces continentales, puisqu'en fait, les glaces de mer ont aussi un effet de protéger, je dirais, les glaciers continentaux, en particulier de l'Antarctique, les ice shelves, de les protéger de l'eau chaude finalement. Et donc, s'il n'y a plus de glace de mer, l'eau chaude va accéder plus facilement à ces plateformes de glace qui risquent de fondre. Et là, il y a un effet du coup sur le niveau de la mer, puisque vous savez tous que fondre de la glace de mer, ça ne fait pas monter le niveau de la mer, j'espère. Tout le monde sait ça dans la salle? Oui, oui. Voilà. Mais de manière indirecte, ça affecte les glaces continentales. Et donc, le niveau de la mer, donc voilà ce qu'on dit dans notre rapport. Ça, c'est encore une figure du rapport de synthèse. Donc augmentation suivant les scénarios de l'ordre de 1 mètre d'ici 2100, ou alors limité plutôt à 50 cm ou 60 cm. Et puis le niveau de la mer, donc c'est quelque chose qui se produit sur des très longues durées, parce que l'expansion thermique de l'océan et la fonte des glaces continentales, ce sont des processus à très longue échelle de temps. Donc, ce qu'on a fait de nouveau dans le rapport de 2021, c'est cette ligne pointillée là, qui est en fait pas un scénario comme on le fait classiquement, où on part d'un scénario d'émission et on essaye de voir quelle serait la limite supérieure, la limite inférieure de ce qu'on pourrait attendre. Donc, le scénario le moins vertueux, c'est celui qui est ici, là, avec des très fortes émissions. Et la ligne pointillée, c'est en fait qu'est-ce qui se passait si on mettait tous les voyants au rouge, si tout était au pire. C'est-à-dire que c'est la somme du scénario ici qui est le pire, plus on suppose qu'il y a des instabilités fortes des glaces continentales. Donc tout fond plus vite que prévu. Et là, on frôle effectivement les 2 mètres en 2100. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un risque que physiquement, en tant que physicien ou des spécialistes des glaces, les collègues ne peuvent pas exclure. C'est-à-dire que c'est physiquement possible. Après, on ne peut même pas y mettre de probabilité tellement c'est peu probable, quoi. Donc il faut le prendre avec des pincettes, mais c'est quelque chose qui est demandé dans le cadre de management du risque. Il y a certaines installations sur lesquelles les décideurs souhaitent ne pas prendre de risques, même si en fait c'est un risque tellement faible qu'on ne peut pas lui donner une probabilité. Voilà. Donc conclusion, l'océan est une composante lente du système climatique. Quand on atteindra des émissions nulles, donc il y a des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que la température globale donc de l'atmosphère, la température et l'acidité de surface de l'océan et les glaces de mer, tout ça va se stabiliser. Donc ça c'est bien. Mais par contre, les changements dans l'océan profond, c'est-à-dire le réchauffement et l'acidification de l'océan profond, les ajustements de la circulation océanique, ça va se poursuivre pendant des siècles et des millénaires. Et pareil pour le niveau de la mer. Et donc, je crois que quand on parle de la santé de l'océan, il faut vraiment toujours rappeler que la baisse rapide et profonde de nos émissions est absolument nécessaire et c'est une clé pour préserver la santé de l'océan. Voilà, je vais m'arrêter là. Il reste du temps, du coup, pour quelques questions, là? Oui, oui. Ah, bon, donc très bien. Alors, oui, si, j'avais une dernière diapo, je crois. C'était pour faire de la pub. Ouais, on va mettre la dernière, c'était juste pour faire de la publicité pour le Haut Conseil breton pour le climat. Voilà, donc pour expliquer que donc, je suis membre du Haut Conseil breton pour le climat. Alors, c'est un des groupes régionaux d'experts sur le climat qu'on appelle les GREC. Donc, il y a des GREC un peu partout en France. Vous avez peut-être entendu parler de Climatera, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous sommes un groupe jeune. On existe depuis 1 an et demi. Et vous pouvez aller sur le site donc, du Conseil régional de Bretagne et vous trouverez donc, nos activités. Vous trouverez notre bulletin 2022, donc, avec une année annonciatrice du climat futur. Donc, il y a aussi des graphiques intéressants. Vous trouverez aussi les avis, puisque nous avons une mission double, qui est d'une part de diffuser l'information sur le climat, et puis aussi de rendre des avis sur les politiques publiques. Et du coup, vous trouverez aussi nos avis qui sont publics. On a rendu 4 avis jusqu'à présent. Voilà, donc nous sommes 20 scientifiques de plusieurs universités et organismes en Bretagne, et de toutes disciplines.
Donc bien sûr, y compris sciences humaines et sociales, nécessaires pour traiter les questions d'atténuation et d'adaptation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un petit peu de temps pour ça. C'est pas facile. Vous avez évoqué les changements au niveau du Gulf Stream. Est-ce qu'il y a des projections qui sont faites sur la Bretagne par rapport à l'impact que ça va avoir parce que donc il y a une diminution là dans la diapo que vous nous avez montrée et sur du long terme un petit peu par rapport au milieu. Bien, en fait, toutes les projections prennent ça en compte. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans toutes les projections, maintenant, les projections, elles sont faites avec des modèles couplés. Donc, en fait, les modèles couplés ont toutes les composantes du système Terre. Donc, il y a un modèle d'atmosphère, un modèle de glace de mer. Alors, ce qui manque, c'est les calottes continentales. On ne sait pas encore trop bien les coupler parce que les échelles de temps sont vraiment trop différentes. Mais donc, il y a un modèle d'atmosphère, un modèle de glace de mer, un modèle d'océan, un modèle des sols terrestres et de la végétation sur les sols terrestres. Et donc, tous ces modèles interagissent, tous ces composants du système interagissent. Donc, dès qu'on fait une projection, c'est-à-dire qu'on dit, admettons par exemple que la concentration en CO2 augmente de telle ou telle manière, comment va être le climat? Et bien du coup, on a dedans la circulation océanique complètement, quoi. Donc en fait, vous prenez n'importe quelle projection, par exemple les projections que vous avez trouvées sur le site du GIEC, il y a un atlas maintenant, un atlas où on peut regarder les différentes projections. Et bien voilà, l'affaiblissement de la circulation, il est pris en compte. Et donc on est toujours, jusqu'en 2100, plutôt sur un réchauffement quand même en Europe. Alors qu'il serait peut-être pire si la circulation ne s'affaiblissait pas, mais un petit peu pire, mais en tout cas on est toujours sur un réchauffement. Donc c'est complètement pris en compte dans les projections. Et il y a les impacts par rapport à la biodiversité, du coup Pour l'instant, c'est plutôt des impacts de réchauffement, puisque c'est le réchauffement qui domine. Donc, en fait, après, il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, avec des petits tests où on prend un modèle, on le met à l'équilibre, dans un climat, par exemple, pré-industriel, et puis, clac, on arrête la circulation thermohaline, juste pour voir ce que ça donne. Et dans ces cas-là, effectivement, on voit un refroidissement sur l'Europe, on voit des changements de régime de précipitation, etc. Mais quand on prend en compte tout, c'est-à-dire y compris l'augmentation des gaz à effet de serre, c'est ce que font tous les scénarios. Prenez n'importe quel modèle, en fait, il a dedans une circulation thermohaline. Alors évidemment, les modèles sont tous différents, il y a des incertitudes, donc il y en a certains où ça va s'affaiblir très peu, il y en a d'autres où ça va s'affaiblir plus vite. Mais en moyenne, voilà, on est sur un affaiblissement qui ne change pas le fait que le climat de l'Europe va se réchauffer d'ici 2100, quoi. Merci. Moi, c'était une petite question par rapport à la désoxygénation. Est-ce que c'est surtout lié à la température ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte? Le taux d'oxygène dans les océans, j'ai vu sur la carte que du coup, c'était pas homogène partout. Et pourquoi alors? Alors là, d'abord, je ne suis pas spécialiste parce que voilà, il y a des collègues dans mon labo en particulier qui travaillent sur la désoxygénation et qui pourraient me répondre. J'ai un biais de physicienne. C'est-à-dire, moi, je suis très physicienne. Donc je connais moins tous les processus biologiques qui peuvent influer aussi sur ces zones de minimum d'oxygène. Ma compréhension, c'est que c'est quand même beaucoup de la physique, mais c'est peut-être un biais. Et que c'est beaucoup de la physique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement ces mécanismes par lesquels l'eau, par la circulation océanique, l'eau arrive en contact avec la surface. Du coup, elle s'oxygène. Mais ensuite, elle va replonger et décrire des circuits donc dans l'océan global. Et ces zones de maximum d'oxygène sont des zones qu'on appelle peu ventilées. C'est-à-dire qu'on y trouve des eaux qu'on appelle des eaux vieilles, parce qu'elles n'ont pas été en contact avec l'atmosphère depuis longtemps. Donc c'est très lié à la circulation. En fait, c'est un peu, si on voit le gyre donc, qui tourne, en fait, par exemple, la zone de maximum d'oxygène dans l'Atlantique Nord, elle va être un peu dans le coin du gyre, quoi. Elle ne va pas être bien irriguée en fait, par le gyre, ça va être une zone plus calme. Après, il y a aussi des processus biologiques, évidemment, mais là, n'étant pas experte, je ne vais pas répondre sur voilà, la manière dont il se passe. Et la déoxygénation par le changement climatique, c'est beaucoup aussi un effet du fait que l'océan se réchauffe, qu'il absorbe, et du coup la stratification qui fait que le mécanisme de ventilation, il devient encore plus poussif dans ces zones-là qu'il ne l'était avant, quoi. Est-ce que vous savez si, au fil des années qui sont dans le passé, très très passé,
il y a eu aussi des moments où les zones d'oxygénation ou désoxygénation ont beaucoup évolué, ou alors c'est uniquement un impact lié au changement climatique, ou ça a toujours beaucoup changé? Je ne sais pas si vous savez. Je ne sais pas, Grégory, tu sais, toi? Durant l'extinction permo-triassique, par exemple, il y a 250 millions d'années à peu près, effectivement, il y a eu une forte anoxie de l'océan. L'océan a été moins ventilé aussi. Et là, c'est cette forte anoxie qui aurait provoqué la chute d'à peu près 90% des espèces marines à cette époque de grande extinction. C'est la plus grande extinction qu'ait connue notre planète. Merci. Je suis déçue, là, je trouve qu'il n'y a pas de questions. Bon. Oui, une question toute bête. S'il y a urgence, qu'est-ce que les politiques ont décidé de faire? Donc, excellente question, c'est pas du tout une question bête. Je pense que pour regarder ça, ce qui est très intéressant, c'est d'aller sur le site du Haut Conseil pour le climat, le site web français du Haut Conseil pour le climat. C'est très bien fait, il y a un rapport tous les ans, et il y a aussi une version grand public du rapport, avec des infographies absolument remarquables de clarté. Et donc, le Haut Conseil pour le climat est un peu, se veut quand même critique du gouvernement, puisque l'idée, c'est justement de parler de la politique, de ce que fait et de ce que fait pas le gouvernement. Donc, dans leur rapport, ils nous disent que le gouvernement n'en fait pas assez, clairement. C'est-à-dire que, après l'accord de Paris, le gouvernement avait dit on va se mettre sur une trajectoire de diminution comme ça. Et puis, en fait, la diminution a été comme ça, pas assez. Donc, d'où l'affaire du siècle et la condamnation du gouvernement. Ensuite, maintenant, donc, ils disent oui, on a fait ça au lieu de faire ça, donc maintenant, il faut qu'on fasse ça, qu'on décroisse. Mais on n'est pas encore sur la trajectoire. Alors après, les choses évoluent. Par exemple, le Haut Conseil pour le climat avait dit, je pense il y a 2 ou 3 ans, c'est un problème parce que les différents ministères, ils font chacun les choses dans leur coin. Donc maintenant, il y a la planification écologique avec des responsabilités remontées au niveau du Premier ministre. Donc ça, c'est quelque chose que les scientifiques du Haut Conseil pour le climat trouvent positif. Mais ils ont encore plein de critiques. Mais tout ça, on a la chance d'avoir ce Haut Conseil pour le climat qui est vraiment composé de scientifiques de très haut niveau et de renom, et qui produit ce rapport tous les ans. Et ça doit être vraiment, je pense, la source d'information pour se faire une idée de ce que fait le gouvernement, de ce qu'il ne fait pas et ce qu'il devrait faire. Est-ce que vous arrivez à rester optimiste? Si oui, comment, en ayant participé à l'élaboration de ces rapports? Grande question. Alors, j'étais samedi soir avec Jean Jouzel, parce qu'il est venu à Brest dans le cadre de la tournée de l'exposition Climat-Biodiversité. Il était venu faire une conf, et après on a dîné, et j'ai trouvé qu'il était moins optimiste au dîner que pendant la conf. Et c'est assez difficile en fait. Je pense que de toute façon, on est dedans. Donc de toute façon, je veux dire, on ira vers où on ira. Je crois qu'il faut vraiment garder en tête cette idée qu'il faut arriver vers le net zéro. Et effectivement, si on arrive tard, on aura fait beaucoup de dégâts. Mais nos enfants qui seront là à ce moment-là devront vivre avec ces dégâts qu'on a faits. Donc, je crois qu'il faut être optimiste dans le sens où tellement de personnes sont sensibilisées et veulent se mettre en marche. Enfin, je veux dire, je pense que dans cette salle, c'est le cas. On est tellement nombreux à vouloir bouger que forcément, ça va bien bouger. Après, à quel niveau? Par exemple, est-ce qu'on peut être optimiste sur le respect des accords de Paris? Là, je suis un peu modérée, quoi. C'est sûr qu'on ne s'est toujours pas mis en chemin pour les accords de Paris. Après, il vaudrait mieux, par exemple, être en 2100 en ayant stabilisé la température globale à 3 degrés que d'être encore dans une situation en 2100 où on est à 3 degrés, mais ça empire, quoi.
Et ça, par exemple, peut-être qu'on peut le faire, on peut peut-être stabiliser. Donc, d'ici 2000 ans, donc il faut pas baisser les bras, il faut y aller, il faut faire ce qu'on peut, il faut agir à tous les niveaux, hein, au niveau politique, au niveau local, au niveau des associations, au niveau des entreprises. Il faut que l'action soit partout. Bonjour, merci. Ça fait suite un peu à la question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, comme le Haut Conseil pour le climat, des instances internationales qui échangent? Parce que j'imagine que les objectifs doivent être différents selon chaque pays. Alors ça, c'est, enfin, d'une part au niveau scientifique, il y a d'une part le GIEC, bon, qui a un travail qui fonctionne sur des cycles assez lents, et il y a maintenant beaucoup de pays qui se sont dotés d'instances comme le Haut Conseil pour le climat. Et donc Corinne Lequéré, qui est présidente de ce conseil, a milité pour que justement ces différents conseils qui commencent à exister dans différents pays se mettent en réseau. Et donc maintenant il y a un réseau, et je crois d'ailleurs que Corinne avait été la première présidente de ce réseau international, mais ça va tourner évidemment entre les différents hauts conseils. Et donc ils se parlent, ils se rencontrent pour justement confronter le travail qu'ils font en tant que scientifiques en appui aux décideurs. Alors ensuite les pays, ben là, le cadre, c'est les cadres habituels, quoi. C'est-à-dire, il y a le cadre de l'ONU, il y a le cadre de l'accord de Paris, des COP, et puis à l'échelle de différents continents, il y a aussi des lieux où ça se discute. Hein. Par exemple, typiquement en Europe, avec le Green Deal, voilà. Donc ça, ce sont les cadres, je dirais, politiques que voilà, vous connaissez. Et le travail qui est fait par le GIEC est, je pense, amplement suffisant pour alimenter les COP. C'est-à-dire que les rapports qui sont produits une fois tous les 7 ou 8 ans, il y a tout dedans, parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est de faire de la science qui soit pertinente pour la prise de décision, pertinente pour les COP. Et donc la science est là. Donc après, ça se passe dans un domaine qui est plus, je dirais, le domaine politique, des lobbies. Et je pense qu'il y a des choses aussi hein, au niveau des grandes entreprises internationales. Je pense qu'il y a des réseaux, des choses qui se mettent en place, que je connais moins. Mais enfin, parfois, on tombe sur des trucs sur le web où on voit qu'il y a des groupes d'entreprises ou des collectifs qui se mobilisent pour travailler au niveau des entreprises. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les décisions ou les recommandations qui sont émises par les COP ne sont pas coercitives, qu'il n'y ait pas d'obligation et pas de sanction lorsqu'on n'atteint pas les objectifs ou qu'un État ne met pas en œuvre d'action pour atteindre ses objectifs? Alors, moi, je dirais, il y a quelques années, je trouvais ça dommage. Et puis, j'ai écouté une des présentations de Jean Jouzel que j'avais trouvée sur le web. Et lui, il disait, en fait, qu'il trouvait ça bien, parce qu'il disait, c'est la seule façon par laquelle on a pu faire signer tout le monde et embarquer tout le monde. C'est-à-dire qu'il disait, si on avait voulu faire des choses coercitives, il y aurait plein de personnes qui n'auraient pas signé l'accord de Paris, enfin, plein de pays qui n'auraient pas signé l'accord de Paris. Et là, tout le monde a signé. Et pour lui, c'était vraiment ça l'essentiel, que tout le monde signe, que tout le monde se mette dans le processus et que tout le monde se mette en marche. Après, la coercion, je pense, voilà, ça va peut-être venir, mais quelque part, il faudrait que les pays fortement émetteurs se mettent sur la même longueur d'onde, et ça, je ne sais pas trop. C'est-à-dire, typiquement, la coercion, il faut que ce soit les pays développés, en fait, qui se régulent eux-mêmes. C'est la première chose. Je veux dire, on ne va pas aller demander au Bangladesh de faire de la coercion sur un pays comme le Bangladesh ou comme des pays pauvres qui n'ont aucune responsabilité historique dans les émissions et qui émettent très peu par habitant. Donc il faut que les pays qui émettent beaucoup se mettent d'accord. Donc ça veut dire les États-Unis, la Chine, l'Europe, essentiellement. Donc voilà, là, c'est de la politique. Là. J'ai une question un peu bizarre et un peu rigolote, je pense. Noël approche. Est-ce que vous avez des conseils
Parce qu'on parle d'entreprises, d'émissions, d'Europe, etc. C'est vrai nous, en tant que pays consommateur, on a énormément de responsabilités là-dedans. Donc voilà, c'était ma question. Pas spécialement. Moi, je me pose des questions comme tout le monde. Hein. Donc là-dessus, je suis une citoyenne comme une autre. Mais oui. Enfin, on se pose la question clairement dans ma famille, comme ailleurs, je pense. Voilà. Enfin, moi j'ai trouvé super le spot de l'ADEME là, qui sont sortis juste avant le Black Friday. Vous avez vu ça? Ça a fait de la controverse sur le dévendeur. Vous n'avez pas vu le spot avec les dévendeurs? C'est super ça. Et bon, voilà, et puis ça a fait parler, ça a fait. Et c'était bien que le ministre de l'écologie, par exemple, il ait dit qu'il était pour. Du coup, un peu dans le même thème, est-ce que vous avez des conseils de lecture, par contre? Des conseils de lecture. Alors moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer d'aller lire le rapport de synthèse du GIEC. Parce que le rapport de synthèse, du moins le résumé, il n'est pas très long. Je pense que s'il n'est pas encore traduit en français, ça le sera, parce que souvent, tout ce qui est résumé exécutif, synthèse, tout ça, c'est souvent traduit. Puis maintenant, de toute façon, ça marche tellement bien, les traductions, qu'il ne faut pas être gêné par l'anglais. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine d'essayer de se forcer, même si c'est assez aride. Après, il y a les rapports du Haut Conseil pour le climat aussi, je pense. Et ces rapports sont toujours bien documentés avec des références. Par exemple, le Haut Conseil pour le climat, il y a plein de références à la fin. Donc en fait, quand on s'intéresse à ce qui se passe en France, par exemple, dans le rapport qui est paru en juin 2023, ils ont fait plein de choses par rapport à l'été 2022 et un petit peu une synthèse des incendies, de tout ce qui s'était passé en France, et avec chaque fois des références. Donc je pense que ça, c'est deux sources qu'on... Et puis alors, bien sûr, il faut lire notre bulletin. On a encore 10 minutes. Hein. On a encore 10 minutes. Je pensais que c'était à 11h qu'on passait à la personne suivante, non? Il y avait 10 minutes de questions. Ah oui, donc il y a encore une... Ah oui, il n'y a pas encore 10 minutes. Oui. Rassurez-moi. Oui. Une minute. Ah bon, c'est bien. Encore une minute. Une minute. J'avais une question par rapport à la DREAC. Est-ce que vous travaillez en coordination avec la DREAC pour notamment l'évaluation de ce qui a été mis en place, l'agenda 21, sur les territoires? Alors là, moi, voilà, en tant qu'océanographe physicienne, je dirais avec le Haut Conseil breton pour le climat, là, je débarque un peu dans un paysage de sigles et je vais avouer mon innocence. Je ne sais pas ce que c'est la DREAC. La DREAC, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement. C'est pas la DREAL? DREAL, pardon. Ah oui, la DREAL. Oui, voilà. Oui. Donc la DREAL. Alors, au sein du Haut Conseil breton pour le climat, donc on travaille à l'échelle de la région Bretagne. Et donc, évidemment, on est amené à interagir avec plein de groupes, d'agences, etc. Donc, on est encore jeune, hein, on a 1 an et demi, donc on doit aussi trouver un peu notre place dans ce paysage. Ce qui est clair, c'est que nous sommes des scientifiques. Donc, voilà, notre rôle va être à la fois spécifique et puis aussi limité, parce qu'on est des bénévoles. On est tous des chercheurs, des enseignants-chercheurs. On a un retraité, mais sinon, tout le monde est très occupé par ailleurs. Et donc, on est quand même pas au même niveau que des gens qui travaillent vraiment tous les jours sur les sujets. Donc les interactions qu'on a, c'est d'une part avec le Césaire, parce qu'on est amené à donner des avis sur les politiques régionales du point de vue du climat et du scientifique. Et en parallèle, il y a le Césaire qui, lui, est une représentation de l'ensemble des corps constitués, je dirais la représentation de la société civile. Donc il donne des avis qui sont différents, mais on essaie de se coordonner, de se parler. On est amené à travailler avec les plans climat, le réseau des PCAET, avec l'Observatoire pour l'environnement Bretagne, évidemment, l'OEB. Donc voilà, on suit un peu ce qui se fait, on essaye de travailler en bonne intelligence. Mais par rapport aux agences de l'État, on est moins en prise directe parce qu'on on est justement sur ce périmètre régional. Le conseil a été créé à l'initiative de la région Bretagne. Voilà. Donc,
Je pense qu'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup pour votre présentation et vos questions, vos échanges.